Et aujourd'hui, donc, nous allons recevoir Romain Huguetto. Bonsoir Romain, comment vas-tu ? Salut les gars, nickel et vous ? Bah ça va super et toi ? Alors attends, bien. parce que du coup on te voit, on était à la caméra, donc voilà. Donc, bah coucou tout le monde, salut. Exactement. Alors Romain Huguetto, donc Romain donc qui a démarré donc sa carrière musicale donc au début des années 2000, dont notamment on avait appris donc que tu dans diverses interviews que tu avais démarré notamment avec des groupes dont de Slugs également qui a été repéré donc aussi donc par la suite qui avait plutôt bien marché, qui avait un bon début sur ce groupe parce que vous avez été repéré donc par des producteurs et puis ensuite vous avez enchaîné sur un album et sur une bonne série de concerts et ensuite à la fin donc et à la dissolution de ce groupe donc tu as entamé ta carrière solo avec donc l'écriture d'un premier EP intitulé Je n'oublierai jamais qui est sorti donc qui est en 2010. Exactement, donc Je n'oublierai jamais en 2010 et donc c'est ce premier opus donc qui lui permet donc de se faire connaître auprès du grand public français et c'est aussi à l'issue donc de cela donc que tu as signé ton premier contrat donc avec un label indépendant et en 2012 donc c'est l'heure de la sortie donc du premier album solo donc Anjou Démon qui a connu aussi un succès auprès du grand public et c'est à la même année donc que tu t'es lancé sur YouTube donc c'est sur ta chaîne donc sur laquelle donc tu partages donc des vlogs, des reprises et des clips musicaux et quelques années plus tard donc la sortie également donc d'un nouvel album Tout est permis en 2017 et puis ensuite Génération 2000 sorti en 2020 pendant la période Covid c'est bien ça un petit peu. C'est ça, ouais ça a été en deux phases avec un EP puis l'album mais l'EP est arrivé en 2020 plein Covid. Ah ouais, en plein Covid. Donc voilà, donc dans cet album, tu remets au goût du jour donc les plus grands hits des années 2000 en les adaptant en version rock metal. Et c'est pour ça avec Valentin donc que l'on a décidé de t'inviter parce que on est tombé dessus et on s'est dit c'est incroyable de reprendre des titres emblématiques donc des années 2000 en mode rock metal, pas vrai Valentin ? Ouais, c'est ça, puis le truc c'est que ça marche super bien quoi, ça redonne une énergie à la chanson, ça retransforme le truc et tu la redécouvres et tu te dis mais en fait jouer comme ça elle est incroyable. Bah exactement. Ouais, c'était ça le concept, c'était de montrer qu'en fait c'était des bons titres, ce sont des bons titres, mais que c'est qu'une question d'arrangement en fait, l'idée que les gens s'en font quoi, c'est que la chanson est bonne et quand tu l'arranges en rock metal du coup les gens qui kiffent ce style peuvent la kiffer quoi. Bah c'est ça, mais carrément. Et aujourd'hui donc sur YouTube Romain, donc plus de 12 millions de vues, 74 000 abonnés, donc 3 albums et aussi une tournée française qui arrive et qui démarre donc le 28 avril prochain. Donc la tournée qui s'appelle Serial Cover, donc ça mélange de Serial Killer mais avec du rock, avec des bons riffs de guitare. Alors Romain, déjà première question, comment est venue cette passion pour la musique ? À quel âge tu as commencé donc la musique toi ? Je pense que j'avais 13-14 ans, typiquement au bahut j'ai commencé à écouter des groupes qui passaient à l'époque en radio mais qui faisaient du rock. Je pense à Green Day, je pense à Muse, Good Charlotte, des groupes comme ça qui avaient une exposition médiatique assez ample à l'époque. Ça m'a baigné dans le rock, après j'ai découvert Linkin Park et tout ce qui s'ensuit et je pense que tout simplement j'ai eu envie de faire comme ces mecs là, donc j'ai commencé à demander une guitare au Père Noël qui m'a amené une gratte, un ampli et puis de fil en aiguille avec des gars au bahut qui étaient dans mon délire, on a monté des groupes et puis voilà quoi. Ouais c'est ça, ouais. Je crois que là les groupes que tu as évoqués, j'allais te dire, c'est marrant, on voit qu'on est la même génération parce que c'est exactement les mêmes que j'écoutais. Ouais à l'époque en fait t'allumais la télé, c'était normal de voir Green Day en boucle, il y avait Marilyn Manson, il y avait Muse, j'en passe, Linkin Park et tout, Evanescence et tout, mais il y avait vraiment un gros bassin rock à la télé, à la radio et j'ai eu cette chance parce que aujourd'hui, non pas qu'ils sont malchanceux, mais les gamins qui grandissent aujourd'hui ont pas beaucoup de références type rock, je pense, en tout cas dans les médias traditionnels, pas beaucoup. Nous, on avait cette chance finalement de mettre la télé, de tomber sur des mecs qui envoyaient des putains de riffs et tout, quoi. Ah, c'est vrai. Ça, je pense que tellement raison. T'as tout résumé en un paragraphe, en une phrase. Non, mais c'est vrai parce que l'époque Green Day, franchement, non, mais c'était incroyable. T'avais aussi du Blink aussi, Blink 182, ça te parle? Ouais, je les ai pas cités, mais évidemment que ça fait partie. Sum 41, Blink, Simple Plan. Je pense d'ailleurs mes plus grosses références finalement, surtout ce que je fais en ce moment, Simple Plan est ma plus grosse ref, Blink, Sum 41, c'est très clairement là-dedans qu'on est en ce moment là. Ouais. Ça s'entend un peu, il y a un petit côté. Je sais pas, tu sais, adolescence, skate. C'est très teenage pop punk en fait. Dernièrement, on a sorti 2-3 covers. La ref, c'était littéralement l'album éponyme de Blink, quoi, vraiment. Ouais. Ah ouais, non mais oui, qui est sorti en 2003, c'est bien cela.
Ouais, avec Feeling notre 10 et tout, ouais. avec Feeling 10 Ouais. exactement, ouais. Excellent album d'ailleurs. Valentin. Dans tes vidéos, on te voit souvent, donc évidemment chanter, mais on te voit jouer aussi de la guitare, on te voit aussi jouer de la basse. Comment tu as appris à être multi-instrumentiste? Est-ce que t'as pris des cours, t'as pris une formation? Est-ce que tu es autodidacte? Alors j'ai commencé par la gratte et après par la force des choses je m'étais retrouvé bassiste dans un groupe, ce qui fait qu'aujourd'hui je maîtrise ces deux instruments. Après donc dans les clips on me voit jouer tous ces instruments, mais quand on enregistre en studio j'ai un gars avec moi qui fait réellement la basse et la guitare bien D'accord. mieux que moi. C'est-à-dire que j'ai un niveau qui suffit pour taper des concerts et faire le malin dans mes clips, mais pour du studio faut être très rigoureux. Les pistes audio que l'on entend dans mes titres ne sont pas... Bon, certains trucs sont joués par moi, mais dès que ça devient un peu technique, j'ai pas le niveau, donc en studio j'ai une équipe un peu qui bosse avec moi sur les arrangements, etc. Disons que moi en studio j'ai vraiment cette... c'est moi qui apporte toujours la vision du titre, la direction artistique, l'idée, enfin c'est vraiment moi qui finalement... créer un peu le switch entre la version de base et après, mais pour l'opérationnel vraiment jouer les trucs propres, souvent je me fais aider parce que voilà, comme je disais, faire le malin dans un clip c'est cool, mais en studio c'est autre chose. Mais du coup, tu as appris tout seul? T'as appris La gratte, au début j'ai eu un prof pendant 2-3 ans, mais vraiment au début quoi, j'apprenais limite des trucs classiques et tout, et puis après en fait la meilleure école pour apprendre la zik c'est de monter des groupes et de charbonner en répète avec ses potes quoi. Dans tes vidéos, j'ai vu qu'il y avait aussi une autre personne qui est à la batterie. Ouais, j'ai un batteur d'ailleurs qui était dans le groupe The Slugs dont tu parlais tout à l'heure, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça fait bien plus de 10 ans qu'on travaille ensemble et effectivement quand il peut, vous verrez, il est pas dans toutes les vidéos, mais quand il peut, il vient jouer la batterie dans les vidéos, et puis c'est lui qui sera sur la tournée Serial Cover, et puis voilà, et puis des fois quand j'ai besoin un petit peu d'upgrade, parce que moi je sais à peu près comment on doit faire la batterie sur mes covers, mais quand j'ai besoin d'aller un peu plus loin que le truc que moi je fabrique en studio, je lui demande de venir un peu améliorer la batterie quoi. Et alors je fais une petite parenthèse, je rebondis par rapport à ça. Tu disais t'as des personnes qui t'aident de temps en temps en studio pour enregistrer les morceaux. J'ai vu ta vidéo, tu as joué au Groupama Stadium. Bah déjà bravo pour ça, c'est assez dingue. À Lyon, c'est ça, Groupama Stadium, non? Et j'ai eu la chance d'y jouer 2 fois. J'y ai fait une fois un festival et j'y ai fait une autre fois la première partie de Patrick Bruel. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est vrai que passer de Patrick Bruel à du rock metal, je sais pas ce que t'as joué à ce moment-là, mais ça devait être. Mais rigolez, on a fait les covers rock metal en première partie, on en a rien à foutre nous. T'as bien raison. Hein. Franchement, ouais. Et donc je reviens à ma question, c'est en fait dans cette vidéo j'ai vu qu'il y avait une autre personne, une troisième personne qui avait qui était à la guitare aussi. Ouais, en fait sur scène vous verrez, si vous avez la chance, enfin je sais pas si c'est une chance, mais si vous pouvez passer au concert à Paris, non loin de chez vous, sur scène on est 3, j'ai donc un batteur, un guitariste. Sur certains titres j'ai une guitare, sur d'autres je chante juste, et après tout le reste du groupe on va dire que c'est dans un ordinateur qui nous accompagne. D'accord. Okay. Donc voilà. Ok, très bien. Franchement, super intéressant en tout cas. Et puis je pensais que c'était toi qui enregistrait toutes les parties, tu vois, vu qu'on voit sur les vidéos. Non, faut être honnête avec les gens. Il y a des guitares, c'est moi qui les joue en stud, mais sur certains trucs, j'ai pas le niveau. Je pense dernièrement, j'ai fait un cover de Pokémon, il y a un solo, j'ai pas du tout le niveau de le jouer. Dernièrement, on a fait une reprise de Disney. Il y a un truc hyper dur à un moment, en fait, qui paraît pas dur à l'oreille, mais genre à jouer, techniquement, c'est une boucherie. Et ça c'est le gars avec qui je travaille en studio qui l'a fait, parce que moi j'aurais jamais pu le rentrer tout simplement. D'accord. Et du coup revenons un petit peu donc aussi sur YouTube, parce que tu t'es lancé sur YouTube donc en 2012 hein, comme je l'ai cité tout à l'heure, mais comment t'as eu l'idée de te lancer sur YouTube? Qu'est-ce que tu t'es dit, il y a quelque chose à prendre sur YouTube, il y a quelque chose qui peut fonctionner là-bas? En fait tout simplement quand on est artiste indep, si tu veux, il n'y a pas des millions de moyens de se faire connaître. J'ai commencé quand j'étais plus jeune, il y avait MySpace, après il y a eu Facebook, et puis pour la partie vidéo, YouTube est apparu tout de suite comme un truc un peu incontournable pour partager ses clips. On n'a pas la chance quand on est indep d'être diffusé à la télé tous les jours et tout, donc il faut bien un canal de diffusion. Et donc ça a commencé là-bas où j'ai eu la chance effectivement d'avoir des vidéos qu'on marché sur mes compos, et puis maintenant c'est mon canal principal sur lequel je mets quasiment un cover tous les mois sur ma chaîne YouTube, et puis ce qui est cool c'est que voilà, c'est comme c'est ma petite chaîne de télé à moi sur laquelle je diffuse mes vidéos quoi. Exactement, c'est ton MTV à toi, si on peut se référer donc à cette époque là donc de Green Day etc. Valentin.
Oui, alors moi, pareil, ce que tu fais en ce moment, est-ce que ça te permet, tu en vis vraiment ou tu as quelque chose d'autre à côté Alors moi je travaille dans le marketing digital lié à la musique. Donc je travaille pour d'autres artistes, mais depuis quelques temps, alors non, pour répondre, je ne pourrais pas pleinement en vivre. Néanmoins, on est sur une phase très ascendante, on va pas se mentir, et les revenus aussi, ce qui fait qu'avant un projet qui était littéralement à perte pendant très longtemps devient un projet qui s'autosuffit, et je vais même aller plus loin, c'est que prochainement le projet, au-delà de s'autosuffire, va générer du coup de la marge, enfin du bénéfice, et du coup en théorie le créateur, je peux un peu croquer dessus, et c'est littéralement une première dans ma carrière de pouvoir croquer dessus quoi. J'ai de plus en plus d'écoutes en stream, de plus en plus de vues, de plus en plus de concerts, et puis pour la première fois une tournée qui globalement va être blindée quasiment de partout. Ah c'est cool. Donc c'est vraiment chouette. Pour la première fois je vais repartir, enfin j'ai pas honte de le dire, je vais repartir avec un chèque de tout ça, donc c'est cool parce qu'après je sais pas si ce chèque va amortir toutes les dépenses que j'ai fait en 10 piges sur ma carrière, mais en tout cas pour la première fois j'ai un projet qui concrètement demain si je veux aller en studio, en fait ça sera sur l'argent que ça a rapporté que je vais le payer, et pas mon argent à moi personnellement quoi. Donc c'est déjà une énorme réussite parce qu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de maison de disques, il n'y a pas de tourneur, on fait ça nous-mêmes, et puis je suis très content parce que là on commence à avoir des festivals qui nous contactent et tout, donc si ça se trouve dans un an on refait l'interview et je te dis les gars c'est ok, je vis littéralement de ça quoi. Ah ouais, franchement c'est bien, je suis content parce que c'est vrai qu'en plus avec la crise qu'il y a eu du Covid, et je sais que ça, on a eu des artistes qui sont aussi passés chez Open Sky Radio, des indépendants, et on sait que la crise du Covid a créé un véritable fossé, et le fait de t'entendre 3 ans après, du moins en fin de crise si je puis dire, on touche du bois. Mais ça m'a aussi fait du mal, comme on parlait de Génération 2000, l'EP avant l'album est sorti pile juste avant le Covid, on n'a pas pu faire de date sur ce cycle-là. Ce cycle-là, moi j'appelle ça des cycles en fait, des étapes de 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce cycle-là était littéralement à perte, et derrière on a enquillé l'album qui a plutôt bien marché, mais en fait l'album qui a bien marché a finalement atténué les pertes de l'EP d'avant. Et par contre là ça y est, là on est à blanc, et puis on commence à vraiment développer le truc et à gagner un peu d'argent, donc c'est plaisant, et puis la partie concert est revenue au galop, donc heureusement, en vrai heureusement. En tout cas on travaille pour, et puis on envoie des covers à gogo tout le temps là, donc c'est aussi dans cette perspective de faire encore progresser le projet quoi. Ouais, parce que j'ai vu que t'en as mis un il y a une dizaine de jours, il y a 12 jours. Avec Mika, ouais, littéralement c'est minimum 1 par mois en ce moment là, minimum 1. Et puis on a d'autres trucs qui arrivent là, j'en ai 6 ou 7 d'avance quoi. Ah super. Ah ouais, donc au moins on a de quoi, on va écouter plein de choses dans les prochains mois je pense, de la part de Romain Huguetto. Également en 2013, donc tu as sorti donc ton premier album donc intitulé Anjou Démon, on retrouve notamment les titres Je n'oublierai jamais, et aussi donc Je ne dirai pas les mots. Et comment tu as vécu ce challenge de la composition et de l'écriture des morceaux, parce que là on est plus sur des reprises, on est sur de l'écriture. Ouais en fait c'est de là que j'ai commencé tout simplement au début, et d'ailleurs je vais reprendre les compos prochainement, je bosse sur un 3e album de compos là. Moi je kiffe, j'adore faire des covers vraiment. En ce moment, je prends un plaisir fou à transformer des chansons. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus plaisant que d'écrire et composer. J'ai un stock de chansons de ouf que j'ai envie de partager aux gens. Et à l'époque, c'était un vrai kiff de pouvoir de coucher mon premier album. Alors voilà, maintenant ça a vieilli, il y a des trucs, j'assume toujours tout, mais effectivement dans l'intention, dans l'idée du truc, c'était moi à l'époque, c'est pas forcément moi aujourd'hui, mais j'avais vraiment bien aimé cette expérience. J'avais eu la chance pareil de faire des concerts, que des gens achètent l'album, donc c'était vraiment très cool. Et quand tu me parles de ça me donne juste envie maintenant de pouvoir avancer sur ce 3e album. Je commence à avancer dessus, et puis je suis content aussi d'avoir pu me faire connaître beaucoup plus grâce aux reprises, et j'ai hâte de voir finalement tous ces gens que j'ai chopés avec les reprises, comment ils vont percevoir mes compos quand je vais commencer à en balancer quoi. Ça c'est vrai que c'est une bonne question, parce que du coup ils te suivent pour les reprises, mais est-ce que du coup lorsque maintenant tu vas proposer donc des chansons dont tu es l'auteur, comment ça va être accueilli? Mais bon, à mon avis, je pense que tes fans, forcément, t'es une grande communauté, Ouais, forcément, il y aura moins de hype entre guillemets que sur une cover, parce que quand tu reprends un générique iconique ou un truc de Disney très connu ou quoi, les gens ont la ref. Quand c'est une compo d'un mec qui est pas hyper connu, les gens n'ont pas la ref. Par contre, si les gens ont aimé l'ADN et ce que je fais transpirer dans mes covers,
parce que certes c'est une chanson que j'ai pas écrite et compo, par contre dans l'arrangement c'est vraiment ce que moi j'ai envie d'y amener. Bon bah si les gens aiment cette couleur, ils seront pas déçus de mes compos, parce que je pense que fatalement les compos seront pas très éloignés de cet ADN là, donc ils vont garder la couleur, ça va juste changer de compo quoi. Okay. D'accord. Justement, voilà. en parlant de ça, j'avais une question, c'est comment tu vois l'évolution toi de ta musique au fil du temps et quelle direction tu souhaiterais qu'elle prenne? Alors, moi j'ai commencé, au début mon projet était très pop, hein, vraiment pas du tout la prétention de se proclamer rocker ou quoi, c'est venu avec le temps et l'envie de revenir un peu par là où j'avais commencé, à savoir les groupes de punk rock, etc. Mes premières expériences perso en tant que compo, j'étais vraiment vers la pop, après ça a switché sur du pop rock on va dire. Et puis maintenant on est littéralement dans, on va dire, du rock, même si c'est pas non plus vénère à mort, mais c'est quand même du rock. Je la vois évoluer de plus en plus rock, et je pense que maintenant je suis arrivé à un truc qui me plaît bien. Je pense maintenant le challenge sur l'album de compo, c'est d'amener un truc un peu pop-punk comme je le fais dans les covers, mais d'essayer d'y mélanger avec des trucs un peu plus posés sur certains couplets. Je suis en train d'essayer de trouver une sorte de juste mélange entre le début de mon projet solo, à savoir de la pop, et le côté un peu rock metal actuellement, et voilà, j'essaie de créer l'hybride entre les deux. On a une couleur qui match assez bien là sur les essais, donc on fonce là. Ouais, okay. Super. Ouais, parce qu'on sent moi je trouve dans pas mal de reprises, on sent qu'il y a des gimmicks métal quand même niveau... en tant que niveau des guitares, pour ce que je connais. Je suis gros fan de metalcore. On a 2-3 covers plus métal que les autres d'ailleurs. On a 2-3 breakdowns, des trucs comme ça. Donc je pense pas que mon album de compo par contre ira là-dedans. Okay. Le côté metalcoré, il y en aura dans le son. Mais dans l'approche, on va quand même tendre vers un album d'un chanteur français qui a une envie de proclamer du rock, mais qui va pas chercher non plus trop les codes du métal, je pense. En tout cas, ça c'est pour mon album de compo. Hein. D'accord. Okay. Voilà. D'accord, bah super. Et puis pour revenir un petit peu aussi sur la tournée, donc Serial Cover, donc qui démarre le 28 avril prochain, où notamment je pense que tu vas faire donc la promotion donc de ton dernier album là qui est sorti donc Génération 2000 notamment, pas vrai? Ouais, on va jouer principalement des covers sur cette tournée, vu le nom de la tournée, c'est logique. On a quelques titres de l'album Génération 2000 évidemment, puisqu'il y en a certains qui pour le coup on en a même qui avoisinent le million de vues et tout, donc on va les jouer évidemment. Donc notamment Viva la Vida sûrement. On va la jouer. Et Elle me dit, tu vas la jouer aussi la dernière sortie? Ouais. Donc voilà ce que ça donne, hein. Romain Huguetto qui reprend donc du Mika, Elle me dit. Comment tu choisis ces titres que tu vas reprendre? C'est parce que c'est sur ton kiff perso? C'est juste pour le délire? C'est des titres que t'aimes premier degré ou comment tu Alors c'est un peu des trois, genre il y a du premier degré, genre j'ai repris Il avait les mots de Sheriff Aluna, c'est du premier degré de ouf, j'adore cette chanson vraiment. Ah ouais vraiment, et j'étais persuadé du potentiel rock, et genre aujourd'hui je crois que c'est peut-être mon titre préféré de l'album Génération 2000. Il y a des trucs en mode délire, genre quand il y a eu la Coupe du Monde, j'ai dit à mes potes viens on reprend VG Dream, ramener la coupe à la maison, ça c'est sur le moment. Et puis il y a des trucs aussi, c'est les gens qui m'aiguillent, tu vois. À un moment donné, j'ai vu que les gens avaient envie que je reprenne un truc des années 80, j'ai repris Les Démons de Minuit. À un moment donné, il y a des gens qui m'avaient demandé de reprendre du Mozart l'opéra rock, on a fait la Sa Symphonie. À un moment donné, je sais plus ce qu'on m'avait demandé, et puis ça a terminé, on a fait un titre de Noël. Enfin, tu vois, en gros, c'est entre du kiff perso, du premier degré, du second degré, ce que les gens ont envie d'entendre, quoi. Et du coup, régulièrement, on alimente, on balance, et puis je pense que tout va y passer, hein, clairement. Et niveau des concerts, est-ce que t'as des souvenirs marquants, des trucs qui t'ont... Ah, j'en ai fait plein des concerts, j'ai plein de souvenirs. Après, il faut en choisir un truc. Après, non, franchement, que te dire, je pense qu'il y a des concerts qu'on oublie moins que d'autres, dans le sens où à Paris, une fois j'ai fait une boule noire, qui est quand même une salle vraiment chouette, elle était blindée à max, c'était quand même un chouette moment dans ma vie. À Lyon, j'ai aussi fait une fois un concert hyper intimiste dans une petite cave.
C'était chez moi et enfin je sais pas comment dire, c'était bondé, les gens des escaliers et tout, et je sais pas, c'était un moment de vie où je me suis dit putain c'est pas grand, mais genre en fait t'as vu le monde qui est dedans et ils sont venus te voir toi. Voilà, aussi une fois on a joué à Paris, il y avait Pascal Obispo qui est venu nous voir. Trop énorme. Ouais non, des fois il y a des trucs un peu improbables comme ça. Sinon bah le stade avec j'allais te dire, je pense c'était quand même un vrai moment. J'ai fait aussi une tournée avec Superbus en première partie, c'était quand j'étais plus jeune, mais c'était un vrai kiff aussi de mecs qui les avaient écoutés et qui a joué avec eux. Je pourrais te donner des anecdotes pendant des heures, mais je crois qu'il y en a pas mal. D'en créer de nouvelles avec la tournée qui arrive. Là. Exactement, avec Serial Cover, je pense. Donc il démarre donc le 28 avril et qui se termine par une dernière date à Lyon le 7 mai, donc un peu chez toi, du coup. Bah exactement, on termine à la maison. Ah bah oui, carrément. Valentin, est-ce que tu pourrais nous parler aussi de l'importance de l'interaction que tu as avec ta communauté de fans sur les réseaux? Est-ce que tu as une communauté qui, j'ai l'impression, te suit depuis longtemps, avec qui t'as beaucoup de... avec qui tu es proche, je veux dire. Ouais, carrément. Bah ça, en fait, tout a commencé sur Internet grâce à ces gens-là qu'on commençait à me porter à l'époque et qu'on commençait à faire un peu de grabuge autour de mon projet. Et puis au fil des années, on a tissé une relation hyper forte. Entre-temps, j'ai monté des financements participatifs ont toujours abouti grâce à ces gens-là qui ont participé pour mes projets. Prochainement, là c'est même lancé, je tente une aventure sur une application un petit peu parallèle qui permet une interaction nouvelle entre les artistes et les fans. Ah d'accord, un nouveau réseau social un peu. C'est une sorte de OnlyFans, mais c'est pas pour le cul. Ah d'accord. C'est une sorte d'endroit où je vais mettre des contenus que je mets pas ailleurs. D'accord. Et les gens peuvent les consommer, et c'est des trucs que je mettrai pas sur Insta, etc. Et t'as des contenus qui coûtent 50 centimes, 20 centimes, 30 centimes, 2 euros, 3 euros. Sympa. Et en fait l'idée c'est, par exemple, là j'ai balancé mon prochain clip en exclusivité là-bas. Et les gens, moyennant 2 euros, peuvent le voir avant tout le monde. Voilà, c'est un truc pour créer encore du lien. Et puis il y a des chatrooms un peu privés. Enfin, c'est mieux que du MP Insta. C'est une nouvelle expérience. Et genre, là, on l'a lancé, ça plaît beaucoup. On l'a testé sur 30 personnes, après on a fait 50 autres personnes, et là ça y est, c'est lancé au grand public. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est encore un nouveau challenge. Et comme tu dis, avec cette communauté de fans qui me suit, moi l'idée c'est toujours d'amener des choses pour qu'on soit en lien encore plus puissant. Là il y a la tournée qui arrive, il y a des rencontres les après-midi avec certains fans. C'est hyper important pour moi, cette communauté, de pouvoir être au contact de ces gens-là, c'est-à-dire qu'après les dates, si vous passez, vous verrez, je fais des photos, des dédicaces, je passe au merch, je discute, parce que l'idée, c'est qu'en fait, sans ces mecs-là, il n'y a pas de projet. Donc en fait, c'est hyper important pour moi d'avoir ce lien inexorablement. C'est la pierre angulaire de ma musique, c'est ces gens-là, en fait. Bah oui, non mais carrément. Bon, en tout cas, merci Romain. Merci les gars, merci pour votre temps, c'était merci très à toi. cool.